Bonjour à toutes et bonjour à tous, c'est Biba Pelleron, Business et Mindset Coach et bienvenue dans le Let's Talk MDR qui ne signifie pas mort de rire, je vous rappelle, mais dans notre cas, nous sommes très basés mindset, donc état d'esprit, donc MDR signifie motivation plus détermination égale la réalisation de tous vos projets ou tous vos rêves. Alors, c'est vrai que régulièrement, des gens me disent, oui, mais Biba, je vous entends parler, je vois vos vidéos, j'ai vu votre livre, mais ça, c'est OK pour vous. Peut-être que vous avez cette personnalité et tout. Non, pas du tout. Je ne suis pas la seule et il y a plein de gens qui le font. Et mon but avec à la fois le livre, donc MDR, la formule gagnante pour réussir sa vie, les interviews et mon mouvement MDR, c'est pour prouver aux gens, peut-être certains qui ne savent pas que c'est possible de faire autrement, mais c'est pour vous prouver que tout est possible dans la vie, quelles que soient les circonstances, quel que soit là où vous êtes né ou peu importe, dans la situation dans laquelle vous êtes, vous pouvez avoir des rêves, des projets, même des choses qui vous paraissent peut-être incroyable aujourd'hui, mais si vous le voulez vraiment, c'est possible, si vous avez le bon entourage également et si vous avez le bon mindset. Et donc, aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Mohamedou Dem, qui va, bonjour déjà Mohamedou, Bonjour Liba. qui va nous prouver une fois de plus qu'il y a plein de personnes qui ont cette personnalité et qu'à chaque fois qu'on leur dit non, ça sert de booster. Donc, Mohamedou, toi, aujourd'hui, tu es entrepreneur, tu es à la tête de l'agence DEM, donc tu fais du marketing également, de la communication, des prestations pour les entrepreneurs. Mhm. Donc, pour les gens qui nous suivent, déjà, est-ce que tu peux nous dire un petit peu plus qui tu es? Et puis, on verra un peu quel est ton parcours et comment toi aussi, maintenant, tu as ce mindset XXL. Oui, comme tu l'as si bien dit, merci déjà de l'invitation. Je suis Mamadou Dem, entrepreneur et expert en mise en relation gagnante. En fait, j'ai fondé une société qui s'appelle Dem Agency, donc Dem, mon nom de famille, et Agency à l'anglaise, qui est un cabinet conseil, surtout un organisme de formation professionnelle, qui forme, accompagne en fait les entrepreneurs porteurs de projets à créer leur business ou à le développer quand ils l'ont déjà vraiment créé, installé. Et surtout, ce que nous mettons en avant aussi, on leur aide en fait à gagner en visibilité, parce que c'est une des problématiques qu'on rencontre des entrepreneurs, à avoir de la visibilité. Et je leur mets justement tout un écosystème, je leur fais de la mise en relation avec des experts de mon réseau, parce que c'est là-dessus aussi aujourd'hui que j'ai une plus-valeur ajoutée, c'est la capacité à fédérer, à mettre en commun des compétences et talents. D'accord. Et d'ailleurs, c'est quelque chose qu'on a en commun, cette visibilité, puisque c'est comme ça qu'on s'est rencontrés il y a maintenant on s'est rencontrés il y a un an, mais on se Ouais, suivait déjà un an auparavant grâce à la visibilité qu'on avait mutuellement au travers des réseaux exactement. sociaux, parce C'est que exactement, ouais. on a une personne en commun qu'on connaît en commun, mais justement, cette Mm, visibilité permet de se dire, tiens, cette personne-là, elle fait les choses comme il faut, elle est authentique, elle fait mm, correctement, elle a la même façon de voir les choses, et c'est de cette façon-là mm. d'ailleurs qu'on s'était Il y a rencontrés. des valeurs communes, ouais. Absolument. D'accord. Donc, enfin, toi, si on part sur ce principe de MDR, et justement de se dire que y a des gens qui ont des vies qui sont pas simples, mais que quoi qu'il arrive, et comme je dis, on n'a pas le contrôle de sa vie, mais on a le contrôle de ses choix et de ses décisions. Donc, toi, tu es originaire du Sénégal. C'est ça, tout à fait, ouais, du Sénégal, ouais. Donc, tu as fait partie également de mon sommet MDR. On s'est rencontrés plusieurs fois en présentiel. Mm, Je connais un petit peu ton histoire, mais justement, c'est ça qui m'intéressait parce que tu as été un peu, moi, chaque nom, c'est un booster. À chaque fois qu'on me disait non, alors on ne me disait pas les mêmes noms qu'à toi, peut-être. Mais toi, qu'est-ce qui fait que dans ton parcours de petit Sénégalais qui vient en France, comment ça se passe déjà? Comment tu es intégré? Comment tu es accepté? Et comment ton parcours aujourd'hui peut surprendre un certain nombre de personnes? Sachant que d'autres peut-être peuvent se dire, moi je viens du Sénégal ou je viens d'Afrique et puis je suis dans ma condition, donc j'ai pas le choix et je suis obligée de rester dans ma condition. oui, alors je vais raconter un petit peu mon histoire, de pourquoi je suis arrivé en France. Moi, je suis né au Sénégal, dans un village, c'est devenu une grande ville maintenant, hein, qui fait quand même plus de 10 000 habitants aujourd'hui, qui se trouve à plus de 600 kilomètres de la capitale Dakar, et vraiment dans les terres. À savoir que j'y suis né, j'ai grandi, et j'avais jamais quitté en fait le village natal, à aller encore moins à la capitale, et alors encore moins prendre l'avion, quoi. Donc, j'ai tout fait en fait d'un coup, tout simplement parce qu'en fait, à l'âge de 11 ans, à l'âge à laquelle je suis arrivé en France, avant de venir, j'avais écrit une lettre en fait à mon papa en lui demandant est-ce que je pouvais le rejoindre pour venir en France, parce que mon père il immigrait, il est arrivé dans les années 75, 76 en France, seul, donc ça ma mère, donc il est venu pour, pour travailler, hein, tout simplement, hein, Travailler et c'est la envoyer de migration l'argent économique. à la famille en fait.
Et du coup, quand je l'avais envoyé la lettre, donc je suis fils aîné, je lui demandais est-ce que je peux venir pour continuer mes études. Et là où je m'y attendais pas, c'est qu'en fait, il m'a pris au mot. En fait, il est venu un mois après pour me dire, ça tombait bien, j'étais en vacances, j'ai vu ta lettre. Donc du coup, ça l'a beaucoup ému et touché le fait qu'à l'âge de 11 ans, j'ai envie de le rejoindre, quoi. Et c'est comme ça, j'ai fait ma valise, je l'ai rejoint pendant l'été en 89 pour venir à Paris. Alors, c'est quoi cette motivation du coup? Parce que 11 ans, c'est jeune pour se dire j'ai envie de faire des études. Alors, 11 ans, on est à l'école, on ne parle pas encore d'études. Ça a été quoi la motivation qui t'a amené à écrire cette lettre? Parce que c'est pas banal non plus d'écrire une lettre à son père pour dire Bah, le déclic, en fait, je pense que c'est la famille. Parce qu'en fait, j'ai toujours, depuis que je suis né, grandi autour du cocon. Parce qu'il faut savoir qu'en Afrique, il y a toutes les générations. Enfin, en tout cas, moi, de mon temps, hein. Il y avait les grands-pères, les papas, la maman, les cousins, les sœurs. On était dans des grandes maisons, mais il y avait toutes les générations. Et j'étais le fils aîné, en fait, comment dire, de la famille. Parce que mon grand-père avait des nombreux enfants. Et mon père en faisait partie. Et j'étais le premier petit-fils, en fait. Du d'accord. coup, j'ai été chouchouté, j'ai toujours été baigné de ça. Et ça, j'ai beaucoup appris en les écoutant. Mhm. Donc, la transmission orale, c'est pas forcément écrit. Et je me souviens, à chaque fois que j'étais avec eux, c'était pour mon père qui était immigré, on parlait de la France, du côté positif, sur le fait. Voilà. Et du coup, j'entendais ce genre de choses et je me suis dit, tiens, j'ai envie de le rejoindre pour continuer mes études, quoi. Voilà, c'est un peu venu comme ça, de discussion, j'ai presque envie de dire. Avec les proches, soit les grands-parents, ma mère aussi, qui a beaucoup œuvré, hein, parce que on sait très bien que c'est les femmes quand même qui portent l'éducation de manière générale. Et comme j'étais le fils aîné, il y avait une certaine pression en disant faut que tu montres l'exemple à tes frères et sœurs, quoi. D'accord. Donc Donc c'est un 11 peu ans, comme ça que c'est venu. d'accord. Donc 11 ans, c'est à ce moment-là que tu es arrivé en France? Voilà, à 11 ans, je suis arrivé en France. Je racontais juste une anecdote quand j'ai pris l'avion pour la première fois. Donc j'arrive en France. Euh, juste au moment où on montait les escaliers quand on était à l'aéroport, mon père m'avait dit une phrase en fait qui m'a boosté. Et sur le coup, ça m'a pas boosté, ça m'a mis la pression en fait. Il m'a dit, écoute, tu es venu en France, c'est pour étudier. Si tu étudies pas, tu rentres. D'accord. Et tout de suite, j'ai eu comme une chape de plomb en me disant, ah ouais, ça veut dire que c'est du sérieux, quoi. C'est-à-dire, grosso modo, j'ai pas trop le choix. On Soit va j'étudie, je suis sérieux, je reste avec lui, autrement, je rentre. d'accord. Et j'avais pas envie. Et très sincèrement, dès l'âge de 11 ans, je me suis dit, putain, c'est comme si c'était la honte, en fait, de revenir comme ça, Mhm. sans rien, et, et de pas de rendre fier, en fait, la famille. Donc, du coup, c'est comme ça que je me suis accroché, voilà. Et une certaine fierté aussi en disant je suis l'aîné, en plus il faut que je montre l'exemple, donc si jamais je rentre, ça veut dire que j'ai tout foiré quoi. Exactement, exactement. Donc, du coup, c'était la phrase, en fait, qui restait toujours au fond de moi, qui me disait, ah non, tu n'as pas le droit de décevoir, en fait. De décevoir toi, décevoir ton père, décevoir ta mère, décevoir toute ta famille, en fait, hein, parce qu'avec une certaine pression positive, dans le sens où les gens, ils attendent beaucoup quand même de toi, dans le sens où ils n'ont pas forcément envie que tu échoues en revenant, quoi. Mhm. Donc, je me suis accroché. Et le fait qu'il m'ait dit cette phrase-là, c'était vraiment le leitmotiv qui me disait, pourquoi je suis là? Pourquoi je suis venu en France? En fait, il y avait toujours le but, le pourquoi. Mhm. Sans forcément savoir comment j'allais le faire, j'avais la raison qui avait fait que j'avais quitté un pays, en venir dans un autre, avec toutes les difficultés que ça pouvait avoir, parce que quand on arrive dans un pays étranger, bah, moi je parlais français, mais bon, c'est pas forcément facile de s'intégrer rapidement comme ça. Et par la moment, j'étais juste avec mon papa. En plus, dans un environnement social qui n'était pas forcément le plus Mhm. facile, mais c'est pas pour autant qu'on peut pas s'accrocher et y arriver. De l'instant qu'on a un cap, en fait, une but, et d'où la motivation. Moi, ma motivation, c'était de me dire, je veux revenir, mais avec quelque chose qui pourrait me rendre fier et rendre fier les personnes de mon entourage. Donc, à commencer par mes parents, quoi, et mes frères et sœurs après, quoi. Puis en plus on parle d'intégration là parce que tu es dans un pays étranger, tu es dans une couleur différente, donc Exactement, hein. eh bien, moi je connais beaucoup le concept des blancs et des noirs aux États-Unis, mais en France, Mm. avec les Africains, on sait que c'est pas simple non plus. Donc il y a tout ça, mais pour un petit garçon de 11 ans, c'est pas facile. Bah, c'est d'autant plus facile. En fait, quand je suis arrivé, je vivais dans un contexte d'immigrés, parce que mon père était avec d'autres immigrés de différents pays. Donc, on vivait ensemble. Donc, c'était un esprit de solidarité. Ça aussi, j'ai beaucoup appris avec ça, parce que
c'était les personnes qui avaient quitté leur pays pour venir aussi avec un but précis. Le but, c'était quoi? De venir en aide à ceux qui étaient restés en fait au pays. Donc, ils savaient déjà, eux, pourquoi ils venaient. Donc, ça, sans forcément me le dire, ils me l'ont transmis. Et ça fait que ça m'a nourri. Et du coup, je m'accrochais encore 2 fois plus à l'école. Quand je dis je m'accrochais 2 fois plus à l'école, ça veut dire que j'avais compris très tôt pourquoi le but qu'on étudiait en fait. C'était pas juste j'y allais juste comme ça. Et c'est marrant parce que quand je suis arrivé, j'étais en CM2 et je me souviens, dès l'âge de troisième, on m'avait posé une question très précise en me disant qu'est-ce que tu veux faire plus tard? Et moi déjà en troisième, je ne sais pas pourquoi j'avais répondu que je veux devenir ingénieur. Dès l'âge de troisième. Pourquoi je dis je ne sais pas pourquoi? Parce qu'en fait, je côtoyais aucune personne de mon entourage qui l'était. Je fréquentais pas du tout des gens qui étaient devenus ingénieurs. Mais je savais déjà à 3 ans que je voulais devenir ingénieur. Après, ça s'est précisé séquence secondes. On m'a reposé la même question, qu'est-ce que tu veux devenir plus tard? Et là, j'ai répondu que je veux devenir ingénieur, mais dans le secteur automobile. Ça commence à être précis. Alors, je ne sais pas non plus pourquoi j'ai répondu que je voulais devenir dans le secteur automobile. Tout simplement, comme tous les enfants, j'aime bien jouer petite voiture, mais ce n'est pas pour autant qu'on dit on veut devenir ingénieur dans le secteur automobile. Et donc, du coup, comme j'avais la volonté ferme de transformer ma vie et que j'avais compris par mon père que la seule manière de changer en fait ma condition sociale, c'est par l'élévation aussi, par les études en fait. Et mon père me disait, il a envie que j'obtienne ce que lui n'a pas pu obtenir. Ça aussi, c'est une autre phrase qui me boostait parce que il allait à l'école, mais il n'est pas allé très loin. Je crois qu'il s'arrêtait en CM2. Et du coup, quand je suis arrivé en CM2, il me dit, moi, je voudrais que tu sois plus loin et que plus haut et faire tout ce que je n'ai pas pu faire, en fait, à travers les études. Et donc, du coup, exercer un métier qui soit juste pas au sueur de mes forces, quoi, quelque chose de beaucoup plus peut-être intellectuel, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'était une manière aussi de me booster parce que il m'a pas laissé le choix dans le sens où il m'a dit, bon, soit tu étudies, soit tu rentres. Donc ça, j'avais bien compris, il fallait que j'étudie. Et donc, Et le fait de… Ça veut dire que déjà tout petit, dans cet environnement-là que disaient des migrés, c'était quand même très, très positif, parce que tout le monde était quand même très positif, visiblement. Ah bah carrément, c'était très, très positif parce que déjà, les gens n'étaient pas défaitistes. Défaitiste, c'est de se dire, ouais, on n'y arrivera pas, c'est pas possible, je suis dans un pays, c'est compliqué, il y a du racisme, il y a plein de trucs. Enfin, on sait que c'est compliqué partout. C'est compliqué ici en France, c'est compliqué en Afrique, c'est compliqué aux États-Unis. Tout dépend de la volonté, en fait. Parce que si on n'a pas cette détermination, la motivation première et cette vision de comment on se voit sur du long terme, et c'est après on construit en fait un plan d'action et on se dit comment je peux justement transformer cette vie-là. Et pour moi, c'était ça important. Et c'est ça peut-être que mon père m'a transmis justement avec les 2-3 phrases sur le fait que bah, tu n'es pas ici pour rien, en fait. Si tu es venu, c'est parce qu'il y a un but. Ouais, ça veut dire que tu avais l'encouragement de la communauté, mais par contre, si on regarde au niveau social, de se dire le petit Sénégalais qui va être ingénieur, vu de l'extérieur, c'est peut-être pas gagné, quoi. Non, ce n'était pas gagné parce que tout simplement, déjà, je n'en côtoyais pas dans mon entourage. Donc, ils pouvaient me donner des conseils sur comment il fallait faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire, quel est le chemin à parcourir. Bon, on dit très souvent, et ça, c'est les statistiques, surtout en France, qui le montrent. Hein, les enfants de parents qui sont ingénieurs, médecins, ont plus de probabilités de finir médecin et ingénieur. Et quand on voit dans les grandes écoles, dans les trucs comme ça, la majorité, je ne dis pas que tous leurs parents sont ingénieurs ou médecins, mais ils ont fait quand même des études. Et donc, du coup, il y a une transmission quand même dès l'enfance. C'est-à-dire que même si les enfants ne savent pas pourquoi, mais ils font par mimétisme. Ouais. Donc, moi, ce mimétisme-là, il n'était pas exactement dans ce sens. Moi, le mimétisme où je l'ai en fait gardé et appris, c'est plus par cet esprit de solidarité, de se dire, tu ne viens pas ici que pour toi, tu viens ici pour toute la famille, en fait. Ouais. Quand je dis la famille au sens large. Et ça, c'est super important parce que ça donne, en fait, la détermination malgré ce qui peut arriver tous les jours. Donc, tu as fait tes études, tu es devenu ingénieur. Qu'est-ce qui s'est passé? Bah, entre-temps, je vais raconter quand même une autre anecdote qui était marquante. C'est qu'en seconde, une prof de maths me dit, écoute, si tu veux devenir ingénieur dans l'automobile, tu as la possibilité de soit faire en fait un bac S, scientifique, ou à l'époque, ça ne faisait pas trop bonne presse, c'était il y a de ça 20 ans, plus de 20 ans en arrière, ou un bac technologique.
Donc, le bac technologique, à l'époque, c'était pas super bien vu, il faut dire ce qu'on dit. Hein. C'était bac S, c'était plus joli, ça faisait bien, quoi. Alors, bac technologique, soi-disant, c'était peut-être pour les cancres ou les gens qui n'avaient pas les bonnes notes. Ou ça, qu'on ne savait pas où les mettre, donc il fallait bien les mettre quelque part. Exactement. Alors, moi, je ne sais pas que du recul, ça l'avait fait parce qu'elle ne croyait pas que j'y arriverais ou parce que c'était pour m'aider. J'en sais rien. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que je l'ai écouté, je n'ai pas fait le bac S et j'ai fait un bac technologique. Du coup, j'ai tenu mention et ça s'est super bien passé. Et c'est justement quand j'ai fait le bac technologique, quand j'avais des super bonnes notes, il y a un étudiant qui me dit qu'il veut devenir aussi ingénieur. Et c'est là qu'il m'explique quelque chose que je n'avais jamais entendu parler. Il me dit, écoute, tu as la possibilité de faire des classes préparatoires aux grandes écoles. Moi, je pensais qu'après le bac, on faisait, à l'époque, soit on travaillait, soit on faisait un bac plus 2, BTS ou DUT. Du coup, il me parle d'une voie que je n'avais jamais entendu parler. Et c'est là qu'il me dit le processus pour intégrer les grandes écoles plus tard et devenir ingénieur. Donc, il faut faire déjà une classe préparatoire en 2 ans. Et c'est ce que j'ai réussi à faire. On a été pris tous les deux dans le même endroit. On a fait notre classe préparatoire, donc à Paris. Je raconte cette anecdote parce qu'en fait, la prof de maths, quand elle me dit ça va être compliqué, tu n'y arriveras pas si tu fais un bac S, mais si tu fais l'autre, peut-être tu y arriveras. Je ne sais pas si elle me l'a dit parce qu'elle croyait en mes capacités ou pas du tout, j'en sais rien. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que je l'ai écouté dans un certain sens, j'ai fait le bac technologique, mais ça allait au-delà de ce que j'aurais même imaginé en fait. Du coup, j'ai intégré après une école et après, après la classe préparatoire, 3 ans d'école d'ingénieur, je fais un stage de fin d'études et c'est après qu'on m'a embauché. Donc, j'ai fait ma première carrière professionnelle dans un grand groupe industriel en tant qu'ingénieur qualité. Et alors, qu'est-ce qui a fait qu'un jour, parce que c'était ton rêve depuis que tu étais tout petit, donc c'est comme un peu, quand tu dis que tu ne sais pas pourquoi tu voulais faire ça, c'est comme quand on me demande pourquoi je voulais partir aux États-Unis, je n'ai jamais eu d'explication, je ne l'ai toujours pas, mais bon, je ne saurais jamais pourquoi les États-Unis, mais c'est comme ça. Des fois, il y a des choses qui sont au fond de nous. Donc, finalement, tu réussis à avoir le job de rêve que tu voulais. Et puis, à un moment donné, j'imagine que ça ne t'apporte pas tout ce que tu voulais puisque maintenant, tu as monté un business. Donc, ça a été quoi le déclic pour justement pour se dire, OK, j'ai fait ça, ça a fonctionné, mais maintenant, je vais repartir vers une autre voie et je vais lancer mon propre business. En fait, je pense que c'est un cheminement. Ce n'est pas un instant T, c'est un ensemble en fait, d'événements. Mais effectivement, à un moment donné, il y a un déclencheur peut-être plus fort que les autres qui font que, bon, on se dit, on va passer à l'action. De mémoire, il y a 2 déclencheurs. Le premier, c'est que quand je suis arrivé en France, mon père m'a toujours fait participer à une vie associative. Et c'est là que je me suis rendu compte que les personnes qui étaient immigrées en France construisaient énormément pour leur pays d'origine. Il y avait toujours un attache. C'est eux qui ont réussi à financer en fait des écoles, des dispensaires. Du coup, même là où je suis allé à l'école, j'ai appris qu'après que c'était justement les immigrés qui ont le financé. Donc quelque part, il y a un point. On appelle la diaspora, c'est ça? La diaspora, voilà, exactement. Et c'est là que je me suis dit, tiens, des personnes qui sont quand même à des milliers de kilomètres, ils pensent quand même à ceux qui sont là-bas, ils œuvrent. Donc ça m'est resté. Et le deuxième point aussi, c'est que dans ma vie associative et dans ma vie professionnelle, j'entendais toujours la même chose, à savoir des personnes qui sont issues de l'immigration, peut-être plus que les autres, en tout cas moi je l'ai vu parce que je l'ai vécu, avaient des difficultés pour trouver soit un stage ou un emploi. Parce qu'ils n'avaient pas le réseau, parce qu'ils n'avaient pas le bon contact qui leur dit, tiens, je vais t'aider. J'entendais souvent ça, en fait. Et à un moment donné, j'ai eu un coup de révolte. En fait, je me suis dit, mais c'est pas possible, quoi. 15-20 ans en arrière, c'était pareil pour moi. J'entends encore toujours pareil pour des cousins, des cousines et autres. Je me suis dit, qu'est-ce que je veux faire? Et du coup, j'ai eu l'idée en fait, de créer en fait, une plateforme que j'ai appelée Dem Agency. Au départ, c'était juste une plateforme de mise en relation dans laquelle on pouvait se connecter, accéder en fait, à des CV et avoir un annuaire. Donc, du coup, j'ouvrais un peu mon carnet d'adresses d'une certaine manière. Et de fil en aiguille, je me suis dit, tiens, en fait, les gens, je leur mets à disposition un outil, mais souvent, ils revenaient vers moi encore en me demandant est-ce que. Et c'est là que je me suis dit, mais les personnes, ils ont quand même besoin d'avoir un accompagnement. Et comme moi, j'adore, et c'est toujours ça, en fait, ma fibre, même quand j'étais en tant qu'employé, ce qui m'excitait le plus, si je pouvais utiliser ce terme, c'est vraiment, j'allais dire, accompagner et transformer la vie des gens. Quand quelqu'un te dit, mais c'est grâce à toi que ma vie a été transformée. Donc, un des plus beaux exemples, c'est ma cousine qui m'appelle, qui me dit, tiens, grâce à toi, j'ai réussi à trouver un stage. Et elle m'appelait en me disant, voilà, franchement, c'est génial, tu m'as mis en relation avec les bonnes personnes et j'ai réussi à trouver ce stage. Du coup, c'est des exemples comme ça qui te disent, tiens, on est peut-être dans la bonne voie, quoi. Donc du coup, aujourd'hui, tu étais toujours… Non, tu n'es plus salarié du tout, c'est fini. Alors,
Un petit peu quand même, mais je joue beaucoup plus sur la partie vraiment entrepreneuriale parce que c'est là-dessus que je développe en fait mes talents quand même, hein, tout Depuis, simplement. depuis qu'on s'est rencontrés, je pense que tu es beaucoup plus sur le. Donc, tu as fait des Mm. événements aussi, puisqu'il y a Ouais, ouais, c'est ça. Ouais. pratiquement pile, je crois que c'était le 9 mars, je crois. Donc, il y Ouais. a pratiquement un an, on était organisé un événement et j'étais présente aussi. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, comment quelqu'un justement qui aurait ce parcours, qui vienne d'Afrique ou pas, hein, mais qui vienne d'un milieu où on va lui dire que, bon, vu ses origines, ça va peut-être pas être simple et que. Alors, toi, tu as eu de la chance quand même, parce qu'on dit toujours, enfin, de la chance, entre guillemets, parce que c'est pas une chance, c'est des décisions qu'on prend, mais on dit toujours que l'entourage est important. Donc, Bien sûr. visiblement, mon entourage était quand même toujours positif. C'est-à-dire que, justement, l'entourage direct ne te disait pas que c'était impossible. Par contre, c'est peut-être la société qui venait derrière en disant, oui, ben, t'es gentil, mais peut-être tu vas pas y arriver dans ce sens-là. Donc, Mm. quelqu'un qui est aujourd'hui dans une situation, quelle qu'elle soit et quelle que soit son origine, où c'est de se dire, moi, je veux ça, mais je sais que la société est contre moi, quelque part. C'est-à-dire qu'on ne va pas me laisser, on ne va pas m'ouvrir toutes les portes. On va bien me faire comprendre que ce n'est pas ma place, mais ben, je ne vais pas les écouter et je vais y aller quand même. Donc, ce serait quoi les conseils que tu donnerais, justement? Alors, je pense que tu vas parler du réseau parce que c'est quand même super important, mais c'est quoi les Exactement. Ouais. démarches de dire, effectivement, tout ce qu'on peut raconter, tout ce qu'on dit, c'est pas possible, j'en ai rien à faire, je vais les laisser parler. Moi, je vais tracer mon truc et je vais réaliser mon rêve. Pour moi, une des premières choses qui est très importante, c'est le pilier, c'est de savoir pourquoi on le fait. C'est pas comment on va le faire, mais c'est pourquoi. Parce que dès l'instant que c'est clair, en fait, notre source de motivation, quel que soit ce qui va arriver, positif ou négatif, on va avoir plus de, comment dire, de détermination à continuer. Il y a plein de gens qui me disent, ouais, mais j'ai envie de devenir chef d'entreprise, je suis entrepreneur, je veux vivre de ma passion. Enfin, j'ai l'impression que c'est le rêve, en fait, hein. Ouais. Mais quand on leur dit, mais pourquoi vous voulez faire ça, ils ne savent pas dire. Mhm. Parce que c'est peut-être pas profond, c'est juste, c'est en compensation de quelque chose, mais ou parce qu'il faut faire comme tout le monde, en fait. Ouais, c'est ça. Faut C'est créer c'est ma là où boîte comme tout le monde. c'est là où l'exercice des 5 pourquoi est super important et je l'ai refait avec Exactement. des clientes il y a pas longtemps, début de semaine, où je leur dis pourquoi vous faites ça? Oui, bah parce que je veux aider. Ok, d'accord, mais pourquoi? Et à chaque fois qu'on va un peu plus loin dans le pourquoi, et je leur dis, on va aller jusqu'au fond des tripes chercher le pourquoi. Et souvent, quand on fait cet exercice-là, parce que moi, je sais que la première fois que je l'ai fait, c'était pareil, on va jusqu'aux pleurs parce qu'on se rend compte que finalement, quand on donne notre premier pourquoi, c'est le haut de l'iceberg. Mais quand on va chercher vraiment au fond de soi, et j'ai beaucoup de clients, j'ai dans mon challenge branding, en fait, c'est le premier exercice que je donne à faire, et j'ai beaucoup de gens qui m'écrivent après en me disant, finalement, cet exercice-là m'a permis de changer d'orientation. Je voulais monter un Exactement. business dans tel domaine, mais je me rends compte que c'est pas véritablement ça. Au fond de moi, c'est pas ça que je veux faire. Donc, c'est Hum. super important, effectivement, de pas laisser les choses au niveau du haut de l'iceberg et en disant des banalités, bah, parce que les autres le font, ou parce que ça a l'air bien, ou parce que les autres ont l'air de gagner de l'argent avec ça. C'est malheureusement très souvent le cas, hein, parce que des fois, les gens, ils se lancent, mais ils ne savent même pas pourquoi quand on leur dit, mais, pourquoi tu te lances? Et là, la première raison, c'est je veux gagner de l'argent. Ouais. D'accord, mais si on te donne 1 million, t'en fais quoi? Mhm. C'est 1 million. Si on donne 1 euro, dit 2 euros, je dis 1 million, mais comme j'aurais pu dire n'importe quel chiffre. Mais parce que le pourquoi n'est pas très clair et la motivation principale, le pourquoi on veut gagner de l'argent, est important. Mhm. Donc pour moi, que ce soit dans la vie personnelle et que ce soit dans la vie professionnelle, si quelqu'un veut faire des études ou quelqu'un veut faire devenir entrepreneur et que son pourquoi n'est pas très clair, en cohérence aussi avec ses valeurs, pour moi, c'était cohérent avec mes valeurs dans le sens que je fais aujourd'hui au départ quand je me suis lancé pour dire les 2 anecdotes qui ont fait que j'ai envie de le faire, c'est que j'avais pensé peut-être plus aux autres qu'à moi dans un premier temps. En fait, je me suis dit, mais qu'est-ce que je peux apporter et comment je peux être utile en fait à la société. Mhm. Et c'est après, en faisant ça, qu'on dit, ah bon, c'est utile. Donc, on a un premier client ou une première quelqu'un qui est satisfait de ce qu'on fait. Et après, on le transforme en business. Mais il ne faut pas se lever en se disant, OK, je vais devenir multimillionnaire. Il n'y a personne qui s'est levé un matin et est devenu multimillionnaire. C'est comme ça. On peut prendre tous les gens qui sont devenus multimillionnaires aujourd'hui. La plupart, ils ont bien galéré. Et peut-être aujourd'hui, on n'en parle plus. Mais faut Ouais, savoir, par exemple, Jeff Bezos, il a commencé dans son garage, hein, il y a 20-30 ans en arrière, personne ne parlait de lui, hein. bien sûr. Aujourd'hui, c'est du numéro un mondial à tout point de vue, en tout cas économiquement. C'est-à-dire qu'en fait, le problème, c'est que maintenant, on fait tellement rêver les gens, enfin, on fait rêver les gens. La communication, les médias, tout ça sont faits qu'on voit le résultat. Et tout le monde veut le résultat, mais personne ne veut tout le chemin Ouais.
les hauts et les bas et les montagnes russes qu'il y a entre les deux. Donc, les gens ne voient pas ça. Et justement, je parlais de réseau parce que toi, ça fait partie de ton métier aujourd'hui, hein, de Oui. mettre les gens. Alors, c'est un point commun qu'on a aussi, parce que j'ai quand même commencé aussi, moi, par ça, quand j'ai mon business aux États-Unis, c'était d'organiser des soirées de networking. Alors, on dit toujours que justement, l'entourage est important. Donc, en quoi tu dirais à quelqu'un qui est entrepreneur, pourquoi il doit aller faire du networking? Alors, le pourquoi il faut faire du networking, c'est que moi, cité une phrase de Nelson Mandela qui dit: aucun de nous, en agissant seul, ne peut atteindre le succès. Cette phrase, elle résume tout, c'est-à-dire que c'est pas, on peut avoir les meilleures des compétences, la meilleure des connaissances, mais c'est pas tout seul qu'on va arriver à faire les choses. C'est impossible. On peut avoir la meilleure des visions, la meilleure des idées. Déjà, rien que ça, de base, il faut se dire, si vous voulez faire quelque chose, vous devez forcément vous entourer. Maintenant, la question, c'est comment on s'entoure de ces personnes-là et comment on les identifie. Je donne l'exemple de toi et moi. Avant qu'on commence à travailler ensemble, effectivement, il a fallu peut-être qu'à un moment, je me lève et je me dis, je veux faire quelque chose. Et c'est toi aussi, tu fais quelque chose. Et du coup, c'est des choses qui se rejoignent. Si j'étais resté à rien faire, bah, c'est sûr, on ne se serait jamais rencontrés. Passer à l'action déjà. Il faut passer à l'action. Voilà, exactement, c'est ça que je voulais dire. Il faut passer à l'action. Donc, la partie réseautage, déjà, il faut se dire le pourquoi on le fait. Et c'est surtout, il faut s'entourer des bonnes personnes. Et qui dit s'entourer des bonnes personnes, bah, s'identifier des personnes qui partagent des valeurs qui nous ressemblent. Parce qu'on dit qui se ressemblent s'attirent. Mais c'est pas faux non plus. Effectivement, on attire quand même des gens qui ont un état d'esprit qui est similaire au nôtre. On a une tendance à aller vers des gens où on pense que ce qu'ils font nous plaise, en tout cas attire notre attention. Donc, une des clés, c'est le pourquoi, s'entourer. Mais comment on fait pour s'entourer? Moi, quand j'ai commencé mon business il y a 5 ans en arrière, qu'est-ce que j'ai commencé à faire? C'est que je me suis dit, tiens, il va falloir peut-être que je participe à des événements. Donc, c'est tout bête, hein? Oui, parce que j'allais te dire, faut le faire. Quelqu'un qui démarre, il va se dire, oui, ok, c'est bien de s'entourer, mais où est-ce que je les trouve, ces personnes-là? Alors, moi, j'ai fait un truc tout bête, hein, c'est pas extrêmement compliqué. Vous voulez faire des événements, bah, partez déjà de quels événements vous intéressent. Je pense que vous savez qu'est-ce qui vous intéresse, ce qui ne vous intéresse pas. Aujourd'hui, il y a pléthore sur Facebook, sur Google ou c'est n'importe quoi, plein d'événements partout. Après, si vous n'avez pas envie de faire ça, bah, peut-être identifier une ou deux personnes de votre réseau qui participent à des événements, allez-y pour voir comment ça se passe. Ça, c'est deux occasions. Et du coup, à force de se forcer justement à sortir, bah, on rencontre, on entend, on voit, et puis ça reste pas forcément indemne parce que à force de se forcer justement à sortir de chez soi, ça devient quelque chose de naturel. Il y a plein de gens qui me disent, ouais, mais tu connais plein de monde aujourd'hui, moi je connais personne. Alors je leur fais faire un exercice très simple, je leur dis, sortez-moi votre téléphone. Et je leur dis, combien de contacts vous avez sur votre téléphone? Et là, ils sont très surpris du chiffre. Ouais. Ils voient 300, 400, 500. Mais je dis, mais c'est marrant, quoi. Il y a 500 personnes sur ton téléphone et tu me dis, tu connais personne. Comment c'est possible? Et si les gens sont arrivés dans ton téléphone, c'est forcément que tu les as enregistrés quand même. Donc, tu les as rencontrés, parlé avec eux au moins une fois. Donc, il faut commencer peut-être par ça aussi. Ouais. D'ailleurs, c'est ce qu'on dit d'ailleurs hein, en networking. Moi, je sais que depuis des années, enfin, et quand je suis arrivée aux États-Unis, c'est ce qui était dit aussi, c'est que en moyenne, une personne connaît au moins 250 connaissances. Donc ça, c'était avant les réseaux sociaux. Donc maintenant, avec les réseaux sociaux, c'est peut-être 2500, je ne sais pas, peut-être ajouter un zéro. Mais ce qui est sûr, c'est que ce qui est important, et là, je crois aussi l'erreur pour avoir fait des networking pendant 5 ans et enseigné le networking, c'est que beaucoup de gens se disent, ah bah oui, mais telle personne, c'est pas ma cible, donc il n'y a pas d'intérêt. Telle personne, j'ai pas la bonne conversation, donc il n'y a pas d'intérêt. Mais en fait, quand on fait du networking et que ce soit en présentiel ou maintenant en visio, parce que depuis 1 an, on fait pratiquement tout en visio, c'est pas de se dire, je parle à une seule personne. Moi, je disais toujours aux gens, quand vous allez à un networking en présentiel, vous avez la personne qui est devant vous, mais imaginez-vous que derrière, il y a 250 personnes. Donc, si vous êtes super clair sur ce que vous voulez, sur ce que vous faites, comment vous le présentez, vous êtes clair et concis, cette personne-là, peut-être que c'est pas votre cible, et peut-être qu'elle va pouvoir vous recommander à d'autres personnes. Donc, c'est pour ça que c'est important d'être super clair quand on se présente aux autres aussi. Exactement. Et dès que je rebondir là-dessus, je vais raconter encore une autre anecdote pour prouver encore ce que tu viens de dire par rapport à mon expérience personnelle. C'est un jour, quand j'ai eu l'idée de faire ma société, j'ai fait une réunion de famille. J'ai des cousins, des sœurs pour leur expliquer un peu de mon projet. Et mon cousin qui me dit, mais est-ce que tu as un site internet?
Je lui ai dit non, pour l'instant, j'ai pas, mais j'ai prévu deux. Il me dit, tu sais quoi, j'ai quelqu'un de mon réseau, c'est un expert en site internet, je vous mets en relation. Il m'a mis en relation avec lui, voilà, juste pour dire que quand on parle de ce qu'on veut faire, bah, toujours forcément quelqu'un, même s'il ne sait pas, il va dire, tiens, je connais quelqu'un qui. Et après, c'est à vous de faire le travail derrière la mise en relation. C'est, je te donne le numéro, maintenant, t'appelles pas. Après, c'est ta faute, il faut passer à l'action. Si tu appelles, après, c'est à toi de te présenter aussi d'une manière claire pour donner envie aux gens de travailler avec toi. Donc, du coup, j'ai fait le taf. Et forcément, après, la personne, elle me dit des informations que je ne connaissais pas. Et puis après, forcément, ça ouvre le champ des possibles. Et du coup, comment tu penses que cette positivité que tu as, donc le mindset, comment, parce qu'obligatoirement, c'est quelque chose qu'on transmet aux gens. Moi, je sais que les gens me disent, j'ai encore reçu un message tout à l'heure, quelqu'un qui me dit, je vous suis depuis 2 ans, j'aime bien l'énergie. Donc, c'est quelque chose qui est en nous, en fait, ça vibre. Mais comment ça se répercute chez tes clients et qu'est-ce que ça permet à tes clients de faire, cette positivité que tu as? Bah, déjà, le fait de croire que c'est possible, parce que quand on rencontre quelqu'un qui délivre en fait son parcours, qui n'a rien d'exceptionnel en soi, qui paraît même normal, on se dit, bon, ok, il l'a fait, moi aussi, je pourrais le faire. Ne serait-ce que ça, c'est un déclencheur. Parce que le fait de dire, ah, même si on ne se le dit pas, le cerveau, il comprend que c'est possible, donc du coup, il met peut-être moins de freins ou moins de barrières. Moi, je dis toujours un truc très simple, on ne peut pas rêver de quelque chose qu'on n'a jamais vu, en fait. Pour rêver de quelque chose, on rêve de voiture, on rêve de plage, on rêve de plein de choses qui sont idylliques. Parce qu'à un moment donné, on a vu quelqu'un, on a vu quelque chose, et du coup, notre cerveau, il s'est dit, tiens, ça aussi, je veux l'avoir. Donc, c'est le même processus. Et du coup, à ta question, effectivement, c'est pas, comment dire, l'esprit positif que je peux transmettre est comme ça, parce que déjà, je suis authentique. C'est-à-dire, je ne veux pas raconter des choses que soit je ne sais pas faire ou que je n'ai pas vécu. Si c'est le cas, je dirais non. J'ai entendu peut-être quelqu'un, mais ce n'est pas moi-même qui l'a vécu. Et du coup, ça permet de désacraliser hein, peut-être des choses qui paraissent inaccessibles de premier abord, en fait. Et forcément, peut-être, d'effet boule de neige, ça se transmet comme ça, je pense. Hein. Ok, donc si vous nous regardez aujourd'hui ou si vous avez regardé les vidéos précédentes, les interviews précédentes, vous pouvez comprendre, et c'est pour ça que je crée ce mouvement MDR, parce que je veux vraiment emmener beaucoup de monde dans ce mouvement, que quelle que soit la situation dans laquelle vous êtes aujourd'hui, peut-être que vous êtes dans une situation qui est très sinistre, qui est très noire, ou qui est parce que justement on a le Covid depuis 1 an, et il y a plein de gens qui se disent c'est pas possible, je vais pas m'en sortir, parce qu'on voit qu'il y a plein de personnes qui perdent leur job, il y a plein de personnes qui perdent leur business, mais ce qu'on parle moins, je trouve, c'est de ceux qui profitent, entre guillemets, ou qui trouvent des opportunités, entre guillemets, pendant cette pandémie. Et on voit, il y a plein de restaurants qui ont su s'adapter, il y a plein de business qui ont su s'adapter, qui ont su rebondir et proposer des choses différentes. Je voyais l'autre jour, c'est un reportage, quelqu'un qui a lancé une application, je crois que c'était un genre de comment ça s'appelle ça, un haut-parleur pour mettre dans les musées, pour que quand on pose des questions, c'est juste la personne qui regarde le tableau, qui regarde l'œuvre, que le son ne soit pas ailleurs. Il démarre ça en janvier 2020. Mars 2020, c'est le confinement. Donc, raté pour les musées et ainsi de suite. Eh bien, effectivement, il a regardé comment il pouvait utiliser ça et maintenant, il a proposé exactement la même chose à toutes les administrations et autres, alors qu'au départ, il voulait faire ça que pour la culture. Donc, ça veut dire qu'il y a des gens qui savent effectivement profiter des opportunités, comment s'adapter. Donc, ça vient aussi de votre entourage, de la positivité des gens qui sont autour de vous et de savoir vers qui vous avez envie d'aller. Alors, moi, je dis toujours, moi, j'ai pas la même phrase tout à fait que Nelson Mandela, mais c'est un peu la même chose, qui dit toujours que on peut lancer un business seul, mais on ne peut pas le développer seul. On a impérativement besoin des autres, de la connaissance des autres, de l'expertise des autres, et que ce soit dans le business ou que ce soit dans votre vie personnelle. Donc, si aujourd'hui vous êtes dans une situation qui vous paraît compliquée, le tout, c'est peut-être, au lieu de garder les problèmes pour vous, c'est d'en parler, parce que justement, comme disait Mohamedou tout à l'heure, il dit j'ai besoin de faire un site internet, on lui donne la référence d'un webmaster. Si vous parlez de vos problèmes au lieu de les garder pour vous, vous allez vous apercevoir que les gens, effectivement, vont vous donner des recommandations, donner des solutions. Donc ça, c'est super important. Et puis surtout, comme on a dit tout à l'heure, que vous sachiez exactement ce que vous voulez faire et pourquoi vous voulez le faire. Parce que si vous avez une idée vague, bien c'est sûr qu'on ne peut pas avoir un plan précis sur une idée vague. Donc j'espère que cette nouvelle
vidéo, cette nouvelle interview, en fait, va vous motiver, une fois de plus, à se dire que oui, tout est possible. Et comme je dis dans mon livre, hein, Mark Twain l'a dit, ils l'ont fait parce qu'ils ne savaient pas que c'était impossible, donc ils l'ont fait. Donc ça, c'est vraiment la phrase qui me marque maintenant. Et que alors, ça me fait rire parce qu'en fait, il y a la voisine de ma mère qui a fini mon livre. C'est une femme qui a 85 ans. Et qui a dit que, effectivement, alors j'aime bien le répéter parce que, et elle m'a donné l'autorisation, donc je peux y aller. Elle a adoré le livre, elle a vraiment dévoré, et qui dit que, en fait, mon livre, il devrait être remboursé par la Sécu pour que tout le monde ait un exemplaire parce qu'on a vraiment besoin de cette positivité. Donc, mon but, c'est ça, ce mouvement, c'est d'emmener de plus en plus de personnes et de vous présenter toutes les semaines des personnes, effectivement, qui n'ont pas eu des parcours simples. Parce que c'est pas le tout de dire, tiens, telle personne a réussi, oui, mais c'est facile pour elle, oui, mais quand les gens viennent me dire, oui, mais pour vous, c'est facile, on vous connaît sur les réseaux sociaux, oui, mais pour vous, c'est facile, vous faites déjà des vidéos. Faut bien commencer un jour par quelque chose. Et quand on commence, on est tous pareils, on démarre de zéro. Donc, le problème, c'est que si vous regardez les autres en disant, c'est facile pour eux, mais moi, je peux pas le faire, eh ben, c'est sûr qu'il ne se passera pas grand-chose. En revanche, si vous savez ce que vous voulez faire, vous êtes clair et vous êtes aligné avec ce qui vous êtes et que vous restez authentique, bien sûr, c'est pas le tout, c'est pas de se dire un tel il fait ça, donc moi je vais faire ça. C'est qu'est-ce que vous voulez faire vraiment. Et là, ben, si c'est dans votre trip, quand je dis toujours, ben, vous trouverez les solutions, vous trouverez les bonnes personnes et puis vous arriverez. Alors peut-être que ça va pas se faire du jour au lendemain. Il y a peu de chances que ça se fasse du jour au lendemain. Vous allez probablement avoir beaucoup d'obstacles. Moi, je me souviens que quand j'étais consultante pour les Français qui venaient s'installer aux États-Unis, souvent, ça leur coupait un peu le rêve parce que c'est vrai qu'ils arrivaient tous. Ah ouais, moi, Biba, c'est génial, vous avez réussi. Moi aussi, mon rêve, c'est d'aller aux États-Unis. Et quand je leur disais dans la première consultation, bon, sachez que ça va vous coûter 3 fois plus cher que ce que vous imaginez et que ça va vous prendre 3 fois plus de temps que vous n'imaginez. Et quand j'expliquais aux gens, ben, si vous voulez lancer un business, il va falloir venir plusieurs fois dans l'année. Ah oui, mais non, mais moi, je pensais que je faisais juste un voyage parce que ça va me coûter cher. Je dis, moi, j'ai fait des voyages pendant 2 ans. Vous imaginez l'avion, l'hôtel et les dépenses et ainsi de suite. On n'a rien sans rien. Donc, c'est sûr qu'à un moment donné, il faut avoir une idée claire et puis il faut être sûr de ce que vous voulez. Donc, il faut être super positif. Il faut avoir ce mindset XXL puisqu'il n'y a pas de mot en fait pour traduire vraiment le mot mindset. Donc, état d'esprit XXL, mindset XXL. Mais on en revient toujours à ça. On en revient toujours à votre entourage. Donc, sachez contactez les autres, contactez des gens qui font ce que vous avez envie de faire, n'ayez pas peur de dire ouais mais si je les contacte, est-ce qu'ils vont penser que je suis concurrent ou quoi que ce soit? Et si quelqu'un vous dit non, bah, il vous dit non et puis vous passez au suivant. Donc voilà la finalité. Donc en tout cas, merci Mohamedou d'avoir témoigné une fois de plus que voilà, quels que soient les projets qu'on a et quel que soit le nid de là où on vient, en fait, si on veut le faire, eh bien on peut le faire. C'est encore un autre exemple. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la partager à votre audience. Et puis, si vous avez envie de démarrer un business, donc en fonction de lequel de nous deux vous avez envie d'aller, vous pouvez nous contacter tous les deux. En tout cas, en ce qui me concerne, vous avez le lien sous cette interview qui vous permet de prendre une session stratégique de 30 minutes. Et si les gens veulent te contacter, Mohamedou, c'est dem-agency.com, donc le site internet. Voilà. Dans lequel vous avez toutes les informations, mes réseaux sociaux, je suis présent, vous pouvez me contacter. Voilà. Et en plus, moi, Mohamedou fait partie des prestataires que je recommande aussi à mes clients. Donc, je ne recommande pas des gens avec qui je n'ai pas travaillé ou avec qui je n'ai pas confiance. Donc, et c'est en ça également. On sait, quand on s'est rencontrés, on savait qu'il y avait des choses qui matchaient. Donc, c'était clair, c'était évident, on avait les mêmes valeurs, comme tu as dit tout à l'heure. Donc, c'est ça qui est important, c'est que vous arriviez à créer un réseau, une communauté de personnes avec qui vous avez les mêmes valeurs et vous savez que vous pouvez avancer. Et même si quelque part on fait le même métier, on n'est pas des concurrents. On n'arrête pas de bosser ensemble. On a encore fait un webinaire il n'y a pas très longtemps. Exactement. Ouais. On a plein de projets. On n'est pas des concurrents, on est complémentaires et notre but, c'est d'être là pour aider les autres. Et juste pour finir, je vais dire une citation qui est importante aussi, qui est inspirante de John Fitzgerald Kennedy, l'ancien président américain, qui a dit « L'art de la réussite consiste à s'entourer des meilleurs ». Donc, identifiez pour vous les gens qui vous semblent les meilleurs dans leur domaine et entourez-vous d'eux, contactez-les, parce qu'il ne faut pas avoir peur. Ce n'est pas parce que les gens ils paraissent inaccessibles, ils ont tout réussi, qu'ils ne peuvent pas être… parce que pour la plupart, pour certains, ils n'ont pas oublié aussi d'où ils viennent. Et puis, s'ils ont oublié d'où ils viennent,
comme je dis toujours, c'est pas grave, il y a des cons partout, vous passez au suivant, c'est pas compliqué. C'est pas compliqué. Voilà. Donc, une fois de plus, j'espère que vous avez aimé cette vidéo, que ça vous aura inspiré également. Partagez-la. Et puis, n'hésitez pas à nous contacter. Vous aurez les liens sous cette interview pour nous contacter si vous avez besoin, si vous voulez lancer un business ou développer votre business. Et pour ma part, le développer beaucoup plus rapidement puisque nombre de mes clients doublent ou triplent leur chiffre d'affaires en 90 jours. Donc, je travaille essentiellement sur le marketing, mais avant le marketing, je travaille beaucoup sur le mindset justement pour changer. Pour mes clients, par exemple, on change leurs tarifs, on double ou triple des tarifs déjà première ou deuxième session. Et dès que, ça aussi c'est pareil, dès que vous vous entourez des bonnes personnes pour avoir le bon mindset, pour connaître les stratégies marketing, ça avance beaucoup plus rapidement. J'ai cette cliente qui, début janvier, on a fait une journée VIP, on a tout changé, la structure, les offres, les tunnels, tout ça, mis des tarifs qu'elle n'avait jamais proposés avant, mais on a beaucoup travaillé sur le mindset dans la journée. 30 minutes à la fin de notre journée VIP, qui dure quand même 6 heures. Elle avait un rendez-vous à 5h30. On a fini la session à 5h. À 5h, elle avait une session stratégique avec un client potentiel. Elle a vendu son offre à 2487 alors que son tarif le matin même, c'était que 1200. Et comme elle dit dans le témoignage que je vais poster prochainement, je lui ai demandé qu'est-ce qui fait que est-ce qu'elle était portée. C'est qu'une fois qu'on sait ce qu'il faut faire, comment il faut le faire et que on se rend compte qu'on n'a plus de raison de se mettre des plateaux ou des niveaux, des choses comme ça devient une évidence. Et que comme elle dit, elle n'avait rien à perdre. Et donc, elle savait également présenter les choses correctement. Donc, 30 minutes après, il y avait déjà de la rentabilité. Donc vous voyez, il faut juste s'entourer des bonnes personnes. Et bien évidemment, si vous avez besoin d'accompagnement, d'un coach ou d'un mentor, trouvez la bonne personne pour vous, la personne qui résonne avec vous. Voilà, Mohamedou, merci beaucoup. À très bientôt parce que nous, on continue de bosser ensemble. Et puis, merci, Viva. Et à vous tous, merci. À la semaine prochaine. Au revoir. Merci, au revoir.